Pour son anniversaire, ma mère lève son verre. Mon cadeau? Que tu sortes de ma vie. J'ai vendu l'appartement parisien, coupé les vivres, bloqué les comptes. Et je suis parti sans un regard. 10 jours plus tard, les huissiers frappaient à sa porte. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Amélie, j'ai 38 ans, et pendant longtemps, j'ai cru que j'avais tout pour être heureuse. Sur le papier, ma vie était une réussite insolente. Avocate d'affaires dans l'un des plus prestigieux cabinets de la place de Paris, un appartement haussmannien avec une vue imprenable sur les toits de zinc du Marais, une carrière qui suscitait l'admiration et l'envie. Mais cette façade impeccable, cette cage dorée que j'avais mis tant d'années à construire, cachait une faille profonde, une blessure qui ne se refermait jamais, ma mère, Geneviève. Notre relation, si on pouvait l'appeler ainsi, se résumait à une série d'appels téléphoniques hebdomadaires, aussi prévisibles que glaciaux. Elle vivait à Lyon, dans la grande maison bourgeoise où j'avais grandi, un mausolée dédié à la mémoire de mon père, médecin respecté, et aux apparences qu'elle chérissait plus que tout. Chaque conversation suivait le même scénario. Je lui parlais de mes succès, d'un dossier important que j'avais remporté, d'une promotion obtenue à la sueur de mon front. Et chaque succès était accueilli par une remarque acide, une pique destinée à me rappeler que, peu importe ce que j'accomplissais, ce ne serait jamais assez bien. Je me souviens encore, comme si c'était hier, du jour où je lui ai annoncé que j'avais obtenu mon baccalauréat avec la mention « Très bien ». J'avais 18 ans, j'étais ivre de fierté. Sa réponse, au téléphone, avait été un simple soupir d'exaspération. « Très bien. C'est décevant, Amélie. Ta cousine Charlotte a eu les félicitations du jury. Tu aurais pu faire un effort. » Charlotte. L'enfant en or, la référence absolue, l'instrument qu'elle utilisait pour me rabaisser depuis notre plus tendre enfance. Chaque bulletin scolaire, chaque choix vestimentaire, chaque petite amie était passé au crible de la comparaison, et j'en sortais toujours perdante. Avec le temps, j'avais fini par comprendre que je payais un loyer invisible. Un loyer pour sa culpabilité de m'avoir élevée seule après la mort de mon père, un loyer pour la liberté que ma réussite à Paris lui offrait. Car c'est moi, bien sûr, qui finançait son train de vie. L'entretien de la maison de Lyon, une bâtisse magnifique mais coûteuse, les factures qui s'accumulaient, ses cotisations au club de bridge, ses après-midi de shopping avec ses amis. Tout cela était prélevé sur mon compte en banque, une obligation tacite, le prix à payer pour une paix toute relative, pour acheter son silence, sinon son amour. Le 70e anniversaire de ma mère approchait, et avec lui, l'angoisse habituelle. Que faire? Que offrir à une femme qui n'avait jamais montré la moindre gratitude? Ma meilleure amie, Sophie, la seule personne qui connaissait la véritable nature de ma relation avec Geneviève, avait été catégorique. Arrête, Amélie. Ne fais rien de spécial. Tu sais très bien comment ça va se terminer. Tu cherches encore à acheter son amour, mais son cœur n'est pas à vendre. Il est juste fermé. Je savais qu'elle avait raison. Chaque fibre de mon être le savait. Mais l'espoir est une chose tenace, une mauvaise herbe qui repousse sans cesse, même sur le sol le plus aride. Une petite voix en moi, la voix de la petite fille qui voulait juste que sa maman lui dise « Je t'aime », me murmurait que cette fois, peut-être, ce serait différent. 70 ans, c'était un cap, un moment pour la réflexion, pour la douceur. Alors, contre toute logique, contre l'avis de Sophie, j'ai décidé de mettre le paquet. J'ai décidé de lui offrir une fête si grandiose, si parfaite, qu'elle ne pourrait pas l'ignorer. J'ai loué un magnifique hôtel particulier dans le 7e arrondissement. J'ai engagé le meilleur traiteur de Paris. J'ai envoyé des invitations sur papier cartonné à tout ce que Lyon comptait d'amis et de relations de ma mère. Et j'ai préparé le cadeau ultime. Le cadeau qui, je l'espérais, toucherait enfin la corde sensible de la fierté familiale. J'avais fait restaurer par un expert un vieux portrait d'une de nos aïeules, une huile sur toile qui trônait autrefois dans le grand salon et que ma mère vénérait comme une relique. C'était ma dernière tentative. Mon dernier jeton dans la machine à sous de son affection. J'investissais une somme folle, une énergie démesurée, dans l'espoir absurde d'un miracle.
Je voulais lui montrer, lui prouver, que sa fille, celle qu'elle avait toujours traitée avec dédain, était capable de lui offrir le monde. Je ne savais pas encore que le monde, elle s'apprêtait à me le jeter à la figure. Le soir de la fête, l'hôtel particulier scintillait de mille feux. Les lustres en cristal jetaient une lumière dorée sur les parquets cirés, les serveurs en livrée blanche se déplaçaient en silence avec leurs plateaux d'argent, et une douce musique de chambre flottait dans l'air. J'avais supervisé chaque détail, du pli des serviettes à la température du champagne. C'était parfait. Trop parfait, peut-être. Une scène de théâtre où j'étais à la fois la metteuse en scène, la productrice et l'actrice principale d'un drame dont j'ignorais encore l'issue. J'étais sur des charbons ardents, mon cœur battant la chamade au rythme de l'anxiété et de cet stupide espoir qui refusait de mourir. Le « tout lion », comme on dit, avait fait le déplacement. Des amis de mes parents, des notables, des membres de la famille élargie, tous venus célébrer Geneviève. Ma mère était dans son élément. Vêtue d'une robe de couturier que je lui avais offerte, elle planait au milieu de ses invités, distribuant des sourires condescendants et des poignées de main royales. Elle m'ignorait superbement, comme si j'étais une simple organisatrice d'événements. Le moment du cadeau arriva après le plat principal. Les lumières se tamisèrent légèrement. 2 employés du traiteur apportèrent le portrait restauré, encore recouvert d'un voile de velours rouge. Je pris le micro, les mains moites. « Maman », commençai-je, ma voix tremblant à peine. « Pour tes 70 ans, j'ai voulu te faire un cadeau qui symbolise ce qui compte le plus pour toi, notre famille, notre histoire. » Je fis un signe, et le voile fut retiré. Un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Le portrait avait retrouvé son éclat d'antan. Le visage de notre aïeul semblait nous regarder avec une nouvelle intensité. Je me tournai vers ma mère, le cœur suspendu, attendant un signe, un regard, n'importe quoi. Elle s'approcha lentement du tableau. Elle le scruta pendant un long moment, son visage une toile vierge de toute émotion. Puis, elle se tourna vers moi, et à voix basse, mais suffisamment fort pour que les tables les plus proches entendent, elle lâcha, encore une façon de montrer ton argent. Ton père, lui, était plus discret. Le coup me coupa le souffle. C'était une gifle, nette et précise. L'humiliation commençait à monter, chaude et amère. Je sentis le regard de ma tante Brigitte, la sœur de ma mère, se poser sur moi, chargée de pitié et d'une pointe de triomphe. Je balbutiai quelques mots pour conclure, puis je regagnai ma place, le visage en feu. Sophie, assise à côté de moi, me serra la main sous la table. « Je te l'avais dit », murmura-t-elle. Mais le pire était encore à venir. Alors que le dessert était servi, ma mère se leva, tapotant sur son verre de cristal avec sa cuillère. Un silence se fit instantanément. Elle prit le micro que je venais de reposer. « Mes chers amis, merci à tous d'être venus ce soir », commença-t-elle d'une voix claire et posée. « C'est un grand bonheur de vous avoir à mes côtés. À mon âge, vous savez, on apprend à chérir ce qui est vrai, ce qui est authentique. Et on apprend aussi à se débarrasser du superflu, de ce qui pèse, de ce qui est faux. » Son regard balaya l'assemblée, puis se fixa sur moi. Un regard de prédateur, froid et déterminé. Je sentis tous les muscles de mon corps se contracter. Le temps sembla ralentir. Alors, continua-t-elle, marquant une pause théâtrale qui glaça le sang dans mes veines. Si je devais faire un vœu ce soir, pour mon anniversaire, le plus beau des cadeaux que l'on puisse me faire. Elle leva son verre de champagne bien haut, ses yeux ne quittant pas les miens. Ce serait que tu crèves loin de moi. Que tu disparaisses. Enfin, la paix. Le silence qui suivit fut absolu. Un silence de mort, si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Sans père Dieu passait de ma mère, qui tenait toujours son verre en l'air avec un sourire glacial, à moi, pétrifié sur ma chaise. Je ne pouvais plus respirer. Mon monde venait de s'effondrer en direct, devant une centaine de témoins. C'était une exécution publique. Personne ne but à sa santé. Personne n'osa bouger. Ma mère but une gorgée de son champagne, comme si de rien n'était, et se rassit. Le sort était jeté. L'humiliation était totale. C'est Sophie qui brisa l'enchantement. Elle se leva, me prit par le bras avec une force que je ne lui connaissais pas, et me tira hors de la salle,
loin des regards, loin de cette femme qui venait de me rayer de la carte de l'humanité. Le trajet en taxi pour raccompagner ma mère à son hôtel de luxe fut le plus long de ma vie. 20 minutes de silence absolu, un silence si lourd, si chargé de violence non dite, qu'il en était presque assourdissant. Assise à côté d'elle sur la banquette arrière, je fixais les lumières de Paris qui défilaient, des taches floues à travers le voile de mes larmes que je refusais de laisser couler. Pas devant elle. Plus jamais. Elle, de son côté, regardait par sa propre fenêtre, le profil altier, le menton levé, comme une reine revenant d'une conquête. Elle avait gagné. Elle m'avait anéanti. Arrivé devant le palace, le portier s'empressa d'ouvrir sa portière. Je restai dans la voiture, le moteur tournant. Je devais savoir. Je devais entendre la confirmation de sa bouche, sans le public, sans la mise en scène. Je baissai ma vitre. Maman. Elle se retourna, surprise que j'ose encore lui adresser la parole. Je veux juste savoir une chose. Tu le pensais? Chaque mot. Elle me toisa de haut, un petit sourire méprisant au coin des lèvres. Absolument, Amélie. Chaque syllabe. Je n'ai jamais voulu de toi. Tu as été l'erreur de ma vie. Un accident que ton père a insisté pour garder. J'ai fait mon devoir, je t'ai élevé, je t'ai nourri. Ma dette est payée. Maintenant, je veux vivre sans le fardeau constant de ta présence. L'erreur de ma vie. Ces mots résonnèrent dans le silence de la nuit, plus cruels encore que son toast public. C'était la vérité nue, crue, débarrassée de tout artifice. Je n'étais pas sa fille. J'étais son erreur. Je la regardais traverser le hall somptueux de l'hôtel sans un regard en arrière. Je sentis quelque chose se briser en moi. Mais ce n'était pas seulement mon cœur. C'était la chaîne. La chaîne invisible de la culpabilité, de l'obligation et de l'espoir insensé qui m'avait lié à elle pendant 38 ans. Et dans le fracas de cette rupture, une nouvelle sensation émergea, étrange et terrifiante, la liberté. Je demandai au chauffeur de me ramener chez moi. En entrant dans mon grand appartement vide, je ne me suis pas effondrée. Je n'ai pas pleuré. La douleur était là, immense, un trou noir dans ma poitrine, mais elle était recouverte par une couche de glace. Une rage froide, lucide et calculatrice. L'avocate en moi, celle qui pouvait disséquer un dossier complexe pendant des nuits entières, venait de prendre le contrôle. Le chagrin, ce serait pour plus tard. Cette nuit était dédiée à la stratégie. J'ai sorti un grand carnet et un stylo. J'ai préparé une cafetière. Et j'ai commencé à travailler. Sur la première page, j'ai écrit en lettres capitales, plan de disparition. Pendant des heures, j'ai dressé la liste de chaque lien, chaque fil qui me rattachait à Geneviève. C'était un réseau complexe, tissé au fil des ans. 1. Financier, le virement mensuel automatique. Le paiement des factures de la maison de Lyon, électricité, gaz, eau, impôts fonciers. Le financement de sa complémentaire santé. La carte de crédit à mon nom qu'elle utilisait pour ses dépenses. Le compte joint que j'alimentais pour ses extras. 2. Légal et administratif, mon nom sur certains contrats de service. Mon statut de contact d'urgence. La procuration qu'elle m'avait fait signer des années auparavant. 3. Personnel, mon numéro de téléphone. Mon adresse. Mes profils sur les réseaux sociaux. Les amis communs. La famille. Pour chaque point, je notais une action. Clôturer. Annuler. Résilier. Bloquer. Vendre. Vers 3 heures du matin, j'ai appelé Sophie. Elle a répondu à la première sonnerie, sa voix pleine d'inquiétude. Amélie? Ça va? Je suis tellement désolée. Ça va, sauf. Écoute, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la Sophie impitoyable, celle qui ne pose pas de questions. Je lui ai exposé les grandes lignes de mon plan. Elle n'a pas essayé de me raisonner. Elle avait été le témoin de trop d'humiliations. Dis-moi ce que je dois faire, a-t-elle simplement répondu. Je lui ai donné ses premières instructions. Elle serait mon lieutenant, à Paris, mon relais, ma source d'information une fois que je serais parti. En raccrochant, une pensée s'est imposée à moi, claire comme du cristal.
Ma mère voulait que je disparaisse. Très bien. J'allais exaucer son vœu. Mais je n'allais pas juste partir. J'allais m'effacer. Je vais m'effacer si complètement, si méthodiquement, qu'elle finira par douter que j'ai jamais existé. Et elle allait découvrir, à ses dépens, ce que coûtait réellement la vie quand on n'a plus une « erreur » pour payer les factures. La guerre était déclarée. Et cette fois, c'est moi qui avais les armes. Le lendemain matin, le soleil se leva sur un Paris indifférent à mon drame personnel. Mais en moi, la nuit n'était pas terminée. Elle avait simplement cédé la place à une aube glaciale, celle de l'action. Il n'y avait plus de place pour les larmes ou les hésitations. J'étais devenue une machine, une stratège exécutant un plan mûrement réfléchi. Ma première destination fut mon cabinet d'avocat. J'avais demandé un rendez-vous en urgence avec Maître Bernard, l'un des associés fondateurs, un homme d'une 60aine d'années, d'une sagesse et d'une discrétion légendaires. Il était mon mentor, la figure paternelle que je n'avais plus. Je ne lui ai pas raconté l'humiliation publique. Je lui ai simplement parlé d'un événement familial extrêmement grave et irrémédiable, qui nécessitait que je change de vie, immédiatement. Il m'a écouté sans m'interrompre, son regard perçant ne me quittant pas. Quand j'ai eu fini, il n'a pas posé de questions indiscrètes. Il a simplement dit, « Amélie, vous êtes l'une des avocates les plus brillantes que j'ai jamais formées. Mais je vois aussi que vous êtes à bout. Votre contrat prévoit la possibilité d'un congé sabbatique d'1 an. Je vais faire en sorte qu'il soit accepté et qu'il commence dès demain. Officiellement, vous partez vous ressourcer. » Puis, il a ajouté quelque chose qui a scellé ma confiance en lui. « Si vous avez besoin d'un point de contact neutre, d'une boîte aux lettres qui ne porte pas votre nom, mon bureau est à votre disposition. Personne ne le saura. » J'ai hoché la tête, la gorge serrée par la gratitude. C'était plus que ce que j'espérais. De là, je me suis rendue chez mon gestionnaire de patrimoine, un homme pragmatique qui ne s'intéressait qu'aux chiffres. La conversation fut brève et efficace. Je veux clôturer le compte joint numéro X. Je veux annuler tous les virements automatiques à destination des comptes de Geneviève Dubois. Je veux liquider la moitié de mon portefeuille d'actions, le plus discrètement possible. L'argent devra être viré sur un nouveau compte que j'ouvrirai dans une autre banque. Il a levé un sourcil. Des problèmes familiaux? Une restructuration, ai-je répondu froidement. Il n'a pas insisté. L'étape suivante était la plus complexe, mon appartement. Je ne pouvais pas le mettre en vente de manière classique. Ma mère, ou l'un de ses espions, l'aurait su en quelques jours. J'ai appelé Maître Bernard. Vous connaissez quelqu'un pour une vente off-market? Rapide, discrète. Je suis prête à perdre un peu d'argent pour gagner du temps et la tranquillité. 1 heure plus tard, il me rappelait. Il avait un contact, un gestionnaire de fortune qui cherchait constamment des biens d'exception à Paris pour ses clients, des investisseurs étrangers qui se moquaient de payer comptant. Le rendez-vous était fixé pour le lendemain. La journée s'est poursuivie à un rythme effréné. J'ai acheté une nouvelle carte SIM et un téléphone prépayé. J'ai fait des copies de tous mes documents importants sur une clé USB cryptée. Je suis passé à la banque pour retirer une grosse somme d'argent en liquide, assez pour vivre plusieurs semaines sans laisser de traces. Le soir, de retour dans mon appartement qui ne me semblait déjà plus appartenir, j'ai commencé à faire mes valises. C'était un exercice étrange. Qu'est-ce qu'on emporte quand on part pour ne jamais revenir? Pas les robes de soirée ni les tailleurs coûteux. J'ai pris des vêtements confortables, des livres, mon ordinateur portable, et une seule chose sentimentale, une petite boîte contenant les quelques photos de mon père que j'avais réussi à sauver au fil des ans. Tout le reste, les meubles design, les œuvres d'art, la vaisselle de luxe seraient vendus avec l'appartement. C'était le prix de ma liberté. La dernière étape était la plus difficile. La lettre d'adieu. Je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit plusieurs brouillons. Je ne voulais ni colère, ni reproche. Juste des faits. Le résultat final était court, presque clinique. Mère, je te prends au mot. Conformément à ton souhait le plus cher, exprimé publiquement, je disparais de ta vie. À compter de la réception de cette lettre, tout soutien financier, administratif ou personnel de ma part cesse définitivement. Tu es désormais seul responsable de toi-même et de tes affaires.
N'essaie pas de me contacter. N'essaie pas de me retrouver. Ceci n'est pas un appel à l'aide. C'est un adieu. Amélie. J'ai imprimé la lettre, je l'ai signée, et je l'ai glissée dans une enveloppe. Le lendemain matin, après avoir signé la promesse de vente de mon appartement, je suis allée à la poste et je l'ai envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception. Le clic du tampon de l'employé a résonné comme le son d'une porte de prison qui se referme sur mon ancienne vie. J'ai jeté mon ancien téléphone dans une poubelle sur les Champs-Élysées. J'ai conduit jusqu'à l'aéroport de Roissy, j'ai abandonné ma voiture de sport dans le parking longue durée, la société de leasing la récupérerait. Puis, avec une seule valise et un sac à dos, j'ai pris un train. Pas un avion. Un train. Direction le sud. Sans destination précise. Juste loin. Loin d'elle. Loin de tout. L'évaporation avait commencé. Pendant que je roulais vers une nouvelle vie incertaine, à Lyon, Geneviève savourait sa victoire. Elle était rentrée de Paris la tête haute, se délectant du drame qu'elle avait provoqué. À ses amis du club de bridge, elle servait une version soigneusement arrangée des événements, une altercation malheureuse, la sensibilité excessive d'Amélie, son besoin de faire une scène. Elle est tellement dramatique, ma pauvre fille. Elle reviendra quand elle aura fini son caprice, soupirait-elle avec une fausse compassion. La première semaine, elle ne s'inquiéta donc pas. Le silence de sa fille était, pour elle, une bouderie. Un silence de petite fille gâtée. C'était même agréable. Pas d'appel obligatoire, pas de compte à rendre. Juste la paix, comme elle l'avait souhaité. L'agacement commença de manière insidieuse. Elle voulut acheter une nouvelle paire de chaussures de luxe pour se récompenser de sa semaine et sa carte de crédit fut refusée. Un problème de lecteur, sans doute, marmonna la vendeuse, embarrassée. Geneviève, vexée, paya avec une autre carte, celle liée au compte joint, sans se douter que le solde était désormais de 0. Quelques jours plus tard, le jardinier sonna à la porte. Un homme simple qui entretenait la roseraie de mon père depuis 20 ans. Madame Dubois, excusez-moi de vous déranger, mais le virement pour le mois n'est pas passé. Mademoiselle Amélie s'en occupe toujours le 1er du mois. Geneviève le congédia avec hauteur. Amélie est en déplacement. Je m'en occupe. Elle essaya de faire le virement elle-même depuis son ordinateur, mais le site de la banque affichait des messages d'erreur qu'elle ne comprenait pas. La technologie l'avait toujours dépassée, c'était le domaine d'Amélie. La véritable panique commença à s'installer avec l'arrivée du courrier. D'abord, une lettre de la compagnie d'électricité, un rappel avant coupure pour facture impayée. Puis une autre du syndic de copropriété. Puis sa complémentaire santé. Toutes ces lettres, qu'elle avait l'habitude de jeter sur un coin de bureau en se disant « Amélie s'en chargera », prenaient soudain une dimension menaçante. Elle essaya de m'appeler. 1, 2, 10 fois. Elle tomba directement sur une messagerie vocale impersonnelle qui annonçait que mon numéro n'était plus attribué. La colère monta. Comment osais-je changer de numéro sans la prévenir? C'était le comble de l'impolitesse. Elle appela mon cabinet. La secrétaire de Maître Bernard, polie mais ferme, lui donna la version officielle. Maître Dubois est en congé sabbatique pour une durée indéterminée. Nous ne sommes pas autorisés à communiquer ses coordonnées. C'est à ce moment-là que le facteur sonna. Il lui tendit une planchette et un stylo. Une lettre recommandée pour vous, Madame Dubois. Elle signa, intriguée. L'expéditeur était simplement Dubois, avec une adresse à Paris qu'elle ne reconnaissait pas. Elle déchira l'enveloppe avec impatience. Elle lut la lettre une première fois. Les mots étaient si froids, si factuels, qu'elle ne les comprit pas tout de suite. Elle la relut une deuxième fois. Puis une troisième. Je te prends au mot. Tout soutien financier cesse définitivement. C'est un adieu. L'incrédulité laissa place à une rage volcanique. Ce n'était pas une bouderie. C'était une déclaration de guerre. Une trahison. Elle, Geneviève Dubois, abandonnée par sa propre fille comme une vulgaire bonne à rien. L'humiliation de la soirée parisienne n'était rien comparée à celle-ci. Son premier réflexe fut d'appeler sa sœur, ma tante Brigitte. Tu ne devineras jamais ce que l'autre garce a osé faire, hurla-t-elle dans le combiné.
Brigitte, toujours prompte à jeter de l'huile sur le feu, écouta la version apocalyptique de ma mère. Une fille ingrate, probablement manipulée par un homme, qui la laissait sans un sou par pure méchanceté. C'est monstrueux, s'indigna Brigitte. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Dans son esprit, la réalité commençait à se déformer. Ce n'était plus elle qui m'avait rejetée. C'était moi qui l'avais abandonnée. J'étais la coupable. Elle était la victime. Une victime qui allait se battre. Elle déchira ma lettre en 1000 morceaux et les jeta à la poubelle. Elle refusait d'accepter ce document. Légalement, moralement, il n'existait pas, elle va revenir, se dit-elle à voix haute, pour se convaincre. Elle va revenir en rampant, la petite garce. Et elle me demandera pardon à genoux. Elle n'avait pas encore compris. Elle ne savait pas que la petite fille qui avait passé sa vie à genoux venait de se relever. Et qu'elle ne se remettrait plus jamais dans cette position. J'avais pris un train pour Avignon, puis un bus qui s'enfonçait dans le cœur du Luberon. Je suis descendue au hasard, dans un village dont le nom chantait comme une promesse de soleil et de cigales. Gordes. Le village était magnifique, perché sur sa colline, une cascade de maisons en pierre sèche baignée d'une lumière dorée. C'était l'antithèse de Paris. Pas de grisaille, pas de foule pressée, pas de tension palpable dans l'air. Juste le calme, la beauté brute, et la chaleur du soleil sur ma peau. Pendant les premiers jours, j'ai vécu dans une petite chambre d'hôte, marchant des heures dans la garrigue, essayant de faire taire les voix dans ma tête. La voix de ma mère, cruelle et méprisante. Et la mienne, pleine de doutes et de culpabilité. Avais-je bien fait? N'étais-je pas allé trop loin? Puis, un après-midi, en me promenant sur un chemin de terre, je suis tombée sur un vieux mas en pierre à louer. Il était un peu à l'écart du village, entouré d'un jardin en friche où les oliviers et les lavandes se battaient pour survivre. Il n'y avait pas de piscine, pas de vue spectaculaire. Il était simple, authentique, un peu abîmé par le temps. Il me ressemblait. J'ai appelé le numéro sur le panneau. Une semaine plus tard, j'y emménageais. L'intérieur était rustique, avec des poutres apparentes et des tomates rouges au sol. Je n'avais presque pas de meubles, juste un matelas, une table et une chaise. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais chez moi. Cet endroit, c'était moi qui l'avais choisi. Il n'était pas destiné à impressionner qui que ce soit. Il était juste là pour m'abriter. Ma reconstruction a commencé par des gestes simples. Apprendre à faire un feu dans la cheminée. Désherber le jardin. Aller au marché du village le mardi matin. C'est là que j'ai fait mes premières rencontres. Il y avait d'abord Eliane, ma voisine. Une veuve de 80 ans, petite, sèche comme une olive, avec des yeux noirs pétillants de malice. Elle m'a vu me battre avec une mauvaise herbe particulièrement tenace et a traversé le chemin, une serfouette à la main. C'est pas comme ça, ma petite. Vous allez vous casser le dos. Regardez. Elle m'a montré le bon geste, simple et efficace. Ce fut le début d'une amitié improbable. Elle m'a appris les secrets de son potager, m'a apporté des soupes chaudes les soirs de Mistral, et ne m'a jamais posé de questions sur mon passé. Elle m'a simplement acceptée, telle que j'étais, une Parisienne un peu perdue qui avait besoin de mettre les mains dans la terre pour se retrouver. Et puis, il y a eu Luc. Je l'ai remarqué sur le marché. Il tenait un stand de petits objets en bois d'olivier. C'était un ébéniste. Il avait la quarantaine, des mains fortes et burinées par le travail, un regard calme et un sourire lent qui semblait venir de loin. Il y avait en lui une force tranquille, un ancrage dans la réalité qui me fascinait. Il était tout le contraire des hommes que j'avais connus à Paris, ces banquiers et ces avocats aux costumes impeccables et aux conversations brillantes, mais souvent vides de sens. J'ai acheté un petit mortier et son pilon. Nos mains se sont effleurées quand il me l'a tendu. J'ai senti un courant électrique, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. La semaine suivante, je suis revenue. Et la semaine d'après. Nos conversations étaient brèves, banales. Le temps, la qualité des olives, la beauté d'un morceau de bois. Un jour, il m'a demandé, sans détour mais avec une douceur infinie, une avocate parisienne. Qu'est-ce que vous venez faire dans notre coin perdu? J'aurais pu mentir. J'aurais pu inventer une histoire.
Mais son regard était si direct, si honnête, que j'ai senti que je lui devais une part de vérité. J'avais besoin de changer d'air, ai-je répondu, la voix plus basse. L'air de Paris était devenu toxique. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait tout. Il a senti la blessure, la fêlure derrière mes mots, mais il n'a pas insisté. Son respect silencieux a été un baume sur mon âme à vif. Parallèlement, j'ai trouvé un thérapeute dans la ville voisine, un certain docteur Laurent. Un homme pragmatique, loin des psychanalystes parisiens. Lors de notre première séance, je lui ai tout raconté, sans filtre. L'humiliation, la lettre, la fuite. Je m'attendais à ce qu'il me parle de pardon, de réconciliation. Au lieu de ça, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, parfois, la seule solution saine est la rupture. Ce que vous avez fait demande un courage immense. Vous ne vous êtes pas enfui. Vous vous êtes sauvé. Entendre ces mots a été une libération. Pour la première fois, quelqu'un validait ma décision, non pas comme un acte de cruauté, mais comme un acte de survie. Lentement, très lentement, la carapace de glace qui m'entourait a commencé à fondre, laissant place à la douleur, oui, mais aussi à autre chose. Une petite pousse fragile. L'espoir, non plus d'être aimé par ma mère, mais d'apprendre à m'aimer moi-même. Ma nouvelle vie en Provence était une bulle de paix fragile. Je commençais à peine à respirer, à baisser la garde, quand la guerre que j'avais laissée derrière moi a décidé de me retrouver. La colère de Geneviève, incapable de m'atteindre directement, s'est transformée en une stratégie plus insidieuse, une campagne de harcèlement numérique orchestrée par ma tante Brigitte, qui se délectait de son rôle de lieutenant zélé. Tout a commencé sur Facebook. Ne pouvant plus accéder à mon profil, elles ont utilisé les leurs, ainsi que ceux de quelques amis crédules, pour lancer des avis de recherche. Au début, les messages étaient faussement inquiets. Nous sommes sans nouvelles de notre chère Amélie. Si quelqu'un l'a vue, merci de nous contacter. Sa famille s'inquiète énormément. C'était habile. J'étais la fille fragile, la brebis égarée, et elle, la famille aimante et désemparée. Sophie, ma vigie à Paris, me tenait informée. Elle m'envoyait des captures d'écran, le cœur serré. Elles sont en train de réécrire l'histoire, Amélie. Tu passes pour la folle instable. Puis, le ton a changé. Voyant que leurs appels ne donnaient rien, elles sont passées à l'étape supérieure. Elles ont commencé à poster dans des groupes de Français expatriés, dans des forums de discussion régionaux. Le message était désormais plus alarmiste, plus diffamatoire. Recherchons notre nièce, fille Amélie Dubois, 38 ans, avocate. Elle a disparu après une grave dépression. Elle est fragile psychologiquement et pourrait être sous l'influence d'une secte ou d'un manipulateur. Méfiez-vous. Une secte. Le mot était lâché. C'était le coup de génie de ma tante Brigitte. C'était le genre de détail sordide qui capte l'attention, qui fait que les gens partagent sans vérifier. La menace se rapprochait. Je me sentais traquée, comme si des milliers d'yeux invisibles me cherchaient à travers le pays. Et puis, un jour, la menace est devenue réelle. Elles ont posté le message dans le groupe « Les Amoureux du Luberon », un groupe Facebook très populaire dans ma nouvelle région. La description était précise, grande, brune, avocate parisienne récemment installée. Elles avaient même joint une photo de moi, prise à mon insu lors d'un Noël précédent. Ce fut Eliane, ma voisine, qui m'alerta. Son petit-fils avait vu le post et le lui avait montré. Ma petite, il y a des gens qui racontent des horreurs sur vous sur cet internet, m'a-t-elle dit, le visage soucieux. Le même jour, la gérante de la petite épicerie du village voisin, où j'allais parfois, m'a regardée avec un mélange de pitié et de méfiance. Tout va bien, madame ? J'ai vu que votre famille vous cherchait. La bulle avait éclaté. Le poison avait atteint mon refuge. Mon passé, que j'avais tenté d'enterrer, refaisait surface de la manière la plus laide qui soit. Ma première réaction a été la panique. L'envie de fuir à nouveau, de trouver un autre village, un autre anonymat. Mais la femme que j'étais devenue n'était plus celle qui avait quitté Paris. J'avais passé des mois à reconstruire ma confiance en moi, à mettre des mots sur ma souffrance avec le docteur Laurent. Je n'étais plus une victime. J'étais une survivante. Et une survivante se bat. J'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé de contre-attaquer.
Pas avec leurs armes, pas avec la calomnie et le mensonge. Avec la vérité. Mon premier rendez-vous fut avec le maire du village, un vigneron à la poignée de main franche. Je me suis assise dans son bureau qui sentait la cire et le vieux papier, et je lui ai tout raconté. L'anniversaire, le toast, la lettre, la fuite, et la campagne de harcèlement. Je n'ai rien caché. J'ai vu son expression passer de la surprise à l'indignation, puis à la compassion. C'est une histoire terrible, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Cette femme, votre mère, est difficile. C'était un euphémisme provençal pour dire autre chose. Soyez tranquille, mademoiselle Dubois. Ici, on n'est pas du genre à croire les histoires qu'on lit sur une machine. On juge les gens sur ce qu'ils sont. Et vous êtes une bonne personne. Ensuite, je suis allée voir Eliane. Je lui ai raconté la même histoire. Elle m'a écouté en silence, puis elle m'a pris la main. Pauvre enfant. Avoir une mère comme ça, c'est pire que d'être orpheline. Ne vous en faites pas. S'ils osent venir ici, ils auront affaire à moi. Leur soutien a été comme un bouclier. Je n'étais plus seule face à la meute. J'avais des alliés. La rumeur dans le village s'est éteinte aussi vite qu'elle était apparue. Ma franchise avait désamorcé la bombe. Mais je savais que ce n'était qu'un répit. Ma mère et ma tante ne s'arrêteraient pas là. Je devais trouver un moyen de mettre un terme définitif à cette guerre. Un moyen légal. Un moyen qui les forcerait au silence. L'avocate en moi se réveillait à nouveau. Il était temps de préparer ma plaidoirie finale. Pendant que je consolidais mes défenses en Provence, à Lyon, le château de cartes de ma mère s'effondrait avec une rapidité spectaculaire. La réalité, qu'elle avait si longtemps refusé de voir, la frappait de plein fouet, sans pitié. Le coup de grâce fut un courrier officiel, avec l'entête d'une étude d'huissier. C'était une mise en demeure avant saisie immobilière. Les mots étaient techniques, froids, mais leur signification était d'une clarté brutale. Si les arriérés du prêt immobilier n'étaient pas réglés sous 30 jours, la banque lancerait la procédure pour vendre la maison aux enchères. La maison. Le symbole de son statut, le temple de ses souvenirs, le dernier vestige de sa grandeur passée. En panique, elle prit rendez-vous avec Maître Dubois, le notaire de la famille. Pas notre Maître Dubois, un autre. Un homme obséquieux qui avait géré les affaires de mon père et qui l'avait toujours traité avec une déférence calculée. Mais les temps avaient changé. Il n'y avait plus d'argent à l'horizon, plus de filles avocates puissantes en coulisses. Le notaire la reçut avec une politesse glaciale et lui expliqua la situation sans ménagement. Madame Dubois, la situation est simple. Vous avez des dettes considérables. Le prêt de la maison, les charges, les cartes de crédit. Votre seule option est de vendre la maison. Immédiatement. Avec le produit de la vente, vous rembourserez vos créanciers, et avec le peu qu'il restera, vous devrez trouver un logement plus modeste. Le mot « modeste » fut prononcé avec un tel dédain qu'il équivalait à une insulte. Pour Geneviève, c'était la fin du monde. Être forcée de quitter sa maison, de vendre les meubles de famille, de vivre dans un petit appartement. C'était une déchéance sociale insupportable. C'est dans ce contexte de désarroi total qu'un fantôme du passé refit surface. Un matin, je reçus un email, transféré par le secrétariat de Maître Bernard. L'expéditeur était Pierre. Mon ex-fiancé. Le fils d'une « bonne famille », lyonnaise, l'homme que j'avais failli épouser 5 ans plus tôt. Notre rupture avait été brutale, inexpliquée. Il m'avait quitté du jour au lendemain, me laissant le cœur en miettes. Son message était long, plein de circonvolutions et d'excuses. Il avait appris la « situation difficile » par des amis communs. Il voulait me dire la vérité. C'était ma mère, Geneviève, qui avait orchestré notre rupture. Elle l'avait convoqué, lui avait raconté des mensonges sur ma prétendue instabilité émotionnelle, sur des dettes que j'aurais cachées. Elle lui avait fait comprendre que s'il m'épousait, il épouserait aussi une vie de problèmes. Et lui, lâche et soucieux de préserver la tranquillité de sa propre famille, avait cédé. Il terminait son email en disant qu'il le regrettait amèrement, qu'il pensait toujours à moi, et qu'il aimerait beaucoup qu'on se revoie, pour reprendre les choses là où on les avait laissées. Je lus son message sans ressentir la moindre pointe de douleur. Juste une immense lassitude. 5 ans plus tôt,
cette révélation m'aurait détruite. Aujourd'hui, elle ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Je lui ai répondu par un email court et poli. Je le remerciais pour son honnêteté tardive, je lui souhaitais le meilleur pour l'avenir, et je précisais que ma vie était désormais ailleurs et que je n'avais aucune intention de regarder en arrière. En cliquant sur « Envoyer », j'ai ressenti un profond sentiment de libération. C'était la dernière porte de mon ancienne vie qui se fermait. Pierre, et le monde qu'il représentait, ne faisaient plus partie de mon histoire. C'était une victoire silencieuse, mais essentielle. À Lyon, Geneviève était forcée de commencer le tri de toute une vie. Vider les armoires, emballer la vaisselle, décider quoi garder, quoi jeter, quoi vendre. C'était une tâche titanesque et solitaire. Un soir, en vidant le secrétaire de mon père, elle tomba sur une petite boîte en bois qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, il y avait des photos. Des photos de moi enfant, souriante, radieuse, perchée sur les épaules de mon père. Des photos de nous trois, lors de vacances en Bretagne, où même elle semblait presque heureuse. Et sous les photos, il y avait une lettre. Une lettre de mon père, écrite quelques mois seulement avant sa mort. Elle ne l'avait jamais lue. Il lui parlait de ses soucis de santé, mais surtout, il lui parlait de moi. « Geneviève, ma chérie », écrivait-il. « Je te vois te durcir d'année en année. S'il te plaît, sois plus douce avec notre Amélie. Elle t'adore, et ton indifférence la brise. Elle est notre plus grande fierté, notre plus belle réussite. Ne la détruis pas par orgueil. Ne fais pas d'elle la victime de tes propres blessures. Aime-la. C'est tout ce que je te demande. » Confrontée à la perte imminente de sa maison, à l'écho des mots de son mari décédé, et à l'image de cette petite fille souriante qu'elle avait rejetée, quelque chose en elle se brisa. Pour la première fois, ce ne fut pas la rage qui la submergea, mais un chagrin immense, aride. Elle était seule. Elle avait tout perdu. Et elle commençait à peine à comprendre que c'était entièrement de sa faute. Le lendemain, sur les conseils d'un vieil ami de la famille qui avait assisté, impuissant, à sa dérive, elle fit quelque chose d'impensable. Elle chercha sur Internet et prit contact avec un groupe de parole. Un groupe pour les parents en rupture de contact avec leurs enfants. C'était le début d'un chemin qu'elle n'aurait jamais imaginé emprunter. Je ne savais rien de l'effondrement intérieur de ma mère. Pour moi, la guerre continuait. Sophie m'avait envoyé de nouvelles captures d'écran. La campagne de diffamation, bien que moins intense, se poursuivait sur des forums plus confidentiels. Elles étaient comme des snipers, tirant au hasard dans l'espoir de me toucher. Je savais que je ne pourrais pas vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il fallait que ça cesse. Définitivement. J'ai appelé Maître Bernard. Je lui ai exposé la situation, preuve à l'appui. Que me conseillez-vous, maître ? Juridiquement, m'a-t-il dit, vous avez de quoi porter plainte pour harcèlement et diffamation. Mais un procès serait long, coûteux et public. Ce serait leur offrir une nouvelle tribune. Je pense qu'il y a une autre solution. Une solution d'avocate. Laquelle ? Une confrontation. Mais pas une confrontation familiale. Une confrontation légale. Une médiation sous l'égide d'un officier ministériel. Mettez-les devant leurs responsabilités et proposez-leur un accord qu'elles ne pourront pas refuser. L'idée me plut. C'était propre, efficace, et cela me permettait de garder le contrôle. Je n'allais pas retourner à Lyon pour la voir dans un café. J'allais la convoquer sur mon terrain. Le terrain de la loi. J'ai demandé à Maître Bernard de contacter le notaire lyonnais, Maître Dubois, et d'organiser une médiation familiale en vue de régler un différend. Je convoquai ma mère, Geneviève Dubois, et ma tante, Brigitte Lemoine. La date fut fixée 2 semaines plus tard. Je suis arrivée à Lyon la veille, séjournant dans un hôtel anonyme près de la gare. J'ai passé la soirée avec Sophie, qui avait fait le trajet depuis Paris pour me soutenir. Elle m'a aidé à préparer mon dossier, à classer les preuves. « Tu es prête ?» m'a-t-elle demandé. Je suis terrifiée, ai-je avoué. Mais je dois le faire. Le lendemain, je me suis présentée à l'étude du notaire. J'avais choisi une tenue sobre, un tailleur-pantalon noir. L'armure de l'avocate. Quand je suis entrée dans la grande salle de réunion lambrissée, elles étaient déjà là,
assises côte à côte. Ma mère avait l'air fatiguée, vieillie. Ma tante, par contre, me foudroyait du regard, prête à en découdre. Le notaire s'est assis en bout de table. L'ambiance était glaciale. Nous sommes réunis aujourd'hui à la demande de mademoiselle Amélie Dubois, commença-t-il d'une voix neutre. Mademoiselle, je vous cède la parole. Je me suis levée. J'ai posé mon dossier sur la table. J'ai regardé ma mère, puis ma tante, droit dans les yeux. Bonjour, mère. Bonjour, tante Brigitte. Je ne vais pas revenir sur les raisons de mon départ. Vous les connaissez. Je suis ici pour une seule chose, le harcèlement et la diffamation dont je suis victime depuis des mois. J'ai sorti les preuves, une par une. Les captures d'écran des publications Facebook. Les témoignages écrits du maire de mon village et de ma voisine. Le rapport d'un détective privé que j'avais engagé et qui avait retracé l'origine de plusieurs publications jusqu'à l'ordinateur de ma tante. Le visage de Brigitte a blêmi. Elle ne s'attendait pas à ça. J'ai ici, ai-je continué d'une voix calme mais tranchante, de quoi déposer une plainte qui a toutes les chances d'aboutir. Mais comme l'a dit maître Bernard, un procès serait long et pénible pour tout le monde. Je vous propose donc une alternative. J'ai fait glisser 2 documents sur la table. Ceci est un accord transactionnel. Un contrat. En le signant, vous vous engagez, sous peine de poursuites judiciaires immédiates et de lourdes pénalités financières, à cesser tout contact, direct ou indirect, avec moi. Vous vous engagez à ne plus jamais prononcer mon nom, ni écrire à mon sujet, sur quelque support que ce soit, public ou privé. En échange de votre signature, je m'engage à ne pas porter plainte pour les faits passés. Je me suis rassise. Vous avez le choix. La paix, ou la guerre. Mais sachez que si vous choisissez la guerre, je la mènerai jusqu'au bout. Et je la gagnerai. Le silence s'installa. Ma tante Brigitte se tourna vers ma mère, cherchant du soutien. Mais le regard de Geneviève était vide. Elle me regardait, non plus comme sa fille, mais comme une étrangère. Une adversaire redoutable qui venait de la mettre échec et mat. C'est dans ce moment de défaite absolue que quelque chose a cédé en elle. Son visage s'est contracté. Des larmes, de vraies larmes, se sont mises à couler sur ses joues. Ma mère ? A-t-elle murmuré, sa voix brisée. Ma mère me faisait la même chose. Elle me disait que j'étais une erreur. Elle m'humiliait devant tout le monde. Je ne savais pas faire autrement. Ce n'était pas une excuse. Je l'ai compris tout de suite. C'était une confession. Le secret d'une vie, lâché dans le bureau froid d'un notaire. Une vérité terrible qui ne changeait rien au mal qu'elle m'avait fait, mais qui, pour la première fois, donnait un sens à sa cruauté. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Après un long moment, elle a pris le stylo. Sa main tremblait si fort qu'elle a eu du mal à signer. Puis, elle a poussé le document vers sa sœur. Brigitte, vaincue, a signé à son tour. La médiation était terminée. J'avais gagné. J'avais obtenu le silence. Mais en sortant de l'étude, je ne ressentais aucun triomphe. Juste une immense, une infinie tristesse. Le retour en Provence fut comme une longue expiration. En descendant du train à Avignon, l'air chaud et parfumé du sud m'a enveloppé comme une couverture rassurante. J'étais chez moi. J'étais épuisée, vidée, mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais en sécurité. La guerre était finie. J'avais gagné, non pas une bataille contre ma mère, mais la bataille pour ma propre vie. J'avais protégé mon sanctuaire. Luc est venu me chercher à la gare. Il n'a pas posé de questions. Il a juste vu la fatigue sur mon visage, m'a prise dans ses bras et m'a serré fort. Ce soir-là, dans le calme de mon petit mas, je lui ai tout raconté. La confrontation, les larmes de ma mère, la révélation sur sa propre enfance. Il m'a écouté en silence, sa main dans la mienne, son regard plein d'une compassion qui n'avait rien de la pitié. « Tu as été incroyablement courageuse », m'a-t-il simplement dit. « Maintenant, tu dois te reposer. » Les mois qui ont suivi ont été ceux de la véritable reconstruction. La menace ayant disparu, je pouvais enfin me consacrer entièrement à ma nouvelle vie.
J'ai ouvert un petit cabinet de conseil juridique, spécialisé dans l'aide aux artisans et aux petits entrepreneurs de la région. C'était un travail moins prestigieux, moins rémunérateur, mais infiniment plus gratifiant. J'aidais des gens à construire leurs rêves, pas à démanteler ceux des autres. Ma relation avec Luc s'est approfondie. Avec lui, j'ai appris ce qu'était un amour sain. Un amour fait de soutien, de respect, de communication. Un amour où l'on pouvait être vulnérable sans craindre d'être jugé. Un amour qui ne demandait pas de se sacrifier, mais qui encourageait à s'épanouir. 6 mois après la confrontation à Lyon, une surprise m'attendait. Maître Bernard m'a appelé. Amélie, j'ai reçu un email pour vous. De votre mère. Elle l'a fait transiter par l'étude du notaire Dubois, comme le stipule votre accord. Elle précise que ce n'est pas une tentative de contact, mais une information qu'elle souhaitait vous transmettre. Voulez-vous que je vous le lise ? J'ai hésité. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Lisez-le, s'il vous plaît, maître. Sa voix était neutre. Chère Amélie, je t'écris par ce canal officiel pour t'informer que la maison de Lyon a été vendue. J'ai remboursé toutes mes dettes. J'ai emménagé dans un petit appartement en location. Je suis toujours mes séances de thérapie. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu le saches. Sincèrement, Geneviève. Après avoir raccroché, je suis restée silencieuse un long moment. Puis, après en avoir discuté avec Luc et mon thérapeute, j'ai pris une décision. J'ai demandé à Maître Bernard de lui transmettre une réponse. Un seul mot. Reçu. C'était neutre. C'était distant. Mais ce n'était pas une porte fermée. C'était une simple confirmation que le message était passé. La vie a continué. 1 an a passé. 1 an de paix, de travail, d'amour et de jardinage avec Eliane. 1 an à devenir la femme que j'étais censée être. Et puis, un matin, un autre email est arrivé via le même canal. Cette fois, il ne contenait aucun texte. Juste une pièce jointe. C'était une photo. Une photo d'une petite aquarelle, peinte avec des couleurs un peu maladroites mais lumineuses. Elle représentait un champ de lavande sous un grand soleil. Il n'y avait pas de signature, pas de message. Juste cette image. Je l'ai regardée longtemps sur l'écran de mon ordinateur. J'ai pensé à cette femme seule dans son petit appartement, qui essayait d'apprendre à peindre, qui essayait de mettre un peu de couleur dans sa vie grise. Je n'ai pas ressenti de colère. Ni même de tristesse. Juste une sorte d'apaisement distant. J'ai fermé l'ordinateur. Dehors, le soleil de Provence inondait mon jardin. Luc était dans son atelier, le son de ses outils était une musique familière et rassurante. Je suis sortie le rejoindre. Il a levé les yeux et m'a souri. J'ai pris sa main, sentant la chaleur et la solidité de sa paume contre la mienne. Mon avenir était là. Dans cette lumière, dans ce silence paisible, dans cet amour simple et vrai. Le passé ne serait jamais totalement effacé, les cicatrices resteraient. Mais elles ne me faisaient plus mal. La paix, j'avais enfin compris, ce n'était pas la réconciliation à tout prix. C'était l'acceptation. L'acceptation de ce qui avait été, et la liberté de choisir ce qui serait. Et j'avais choisi la vie.